Bonjour à tous, c'est l'interview numérique avec cette semaine Guy Birenbaum, journaliste à France Info, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vous m'avez manqué » aux éditions Les Arènes, l'histoire d'une plongée dans les affres de la dépression sur fond d'hyperconnexion, d'histoire familiale et puis le cap de la cinquantaine aussi. C'est possible si vous le dites. C'est ce que vous dites dans votre livre. Je vous remercie pour cette vacherie d'entrée. Comment ça va aujourd'hui? Regardez, impeccable. Vous étiez, avant votre dépression, hyper connecté, hein, vous le dites vous-même, vous êtes plongé corps et âme dans les écrans. Est-ce que cette addiction aux écrans, c'est la cause, le symptôme de votre maladie? C'est un symptôme. Il y en a d'autres. Je courais 7 km par jour depuis 7 ans. Non, ce sont des symptômes de quelqu'un qui ne va pas bien et qui, dans des addictions, dans des comportements excessifs, c'était très violent sur Internet. J'avais envie de cogner tout ce qui bougeait. Voilà, donc il y avait des différents symptômes que je n'ai pas mesurés, que je n'ai pas compris du tout, et qui étaient malheureusement annonciateurs d'une dépression, une vraie dépression. À quel moment on doit s'inquiéter? À partir de combien d'heures par jour sur des écrans? Moi, je pense qu'il faut en passer le moins possible, en vérité. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas addictologue. De mon expérience personnelle, je pense que au-delà de 2-3 heures, ça commence déjà à être compliqué. Mais voilà, mais après, c'est chacun qui fait comme il veut. Un journaliste, il ne peut pas passer que 2 ou 3 heures oui, sur Internet. C'est ça qui est très compliqué. C'est comment un journaliste qui doit couvrir quand même des informations en temps réel, aujourd'hui, peut gérer de façon saine cette hyperconnexion permanente? Je crois que c'est très compliqué et c'est pour ça que moi j'ai décidé de me retirer du temps réel parce que c'est pas un timing qui me va, parce que j'ai fini par être fracassé par le temps réel, par la succession de l'information, du démenti, le démenti de l'information, l'info du démenti. L'histoire du crash, par exemple, c'est incroyable. Il aurait fallu, toutes les 10 secondes à peu près, il y avait autre chose. Et moi, je crois que le cerveau n'est pas fait pour ça. Alors, c'est peut-être mon cerveau, parce que je suis niais. Mais je pense que, globalement, c'est mieux de ne pas s'imposer ça. Mais après, si ça voudrait dire que le journalisme ne pourrait plus se faire en temps réel. On devrait systématiquement n'être connecté que 2-3 heures par jour. On reviendrait un peu à l'ancien temps de l'information. Ça avait au moins la vertu qu'on écrivait moins de bêtises et qu'on prenait davantage de temps pour vérifier. Il y a tout un tas d'informations où je me demande toujours pourquoi il faut être le premier. Annoncer un décès, par exemple, pour prendre au hasard. Pourquoi il faut être le premier pour annoncer un décès? Qu'est-ce que ça change? Un décès, c'était l'histoire, vous faites sans doute allusion à la fausse information de l'AFP sur la mort qui était fausse de Martin Bouygues. Par exemple, en quoi c'est urgent? Si on reprend l'exemple du crash de l'avion, oui. Là, le moment où on apprend qu'il explose contre la montagne, c'est normal de l'annoncer. Mais sauf qu'on aurait attendu avant, peut-être au moins, je ne sais pas, 5-6 heures pour savoir ce qui s'était passé, ce qui s'est passé. Maintenant, vous savez qu'il y a le crash. Alors d'abord, on vous explique que probablement c'est le mauvais temps, c'est une erreur de pilotage, et puis on découvre après l'histoire du pilote. Et puis il y a des complotistes qui vous expliquent qu'il est djihadiste, et puis il y a le démenti. Du calme. Et puis j'ai même eu droit à la dépression du pilote. On avait l'impression que tous les dépressifs étaient des tueurs en série à écouter les journalistes. C'est parce que vous étiez particulièrement concerné. Mais oui, mais je ne suis pas tout seul à être concerné. On est combien? On est des millions en France et dans le monde. Donc c'est complètement fou d'imaginer que parce qu'on prend des antidépresseurs, moi je conduis ma voiture, je vais tuer mes filles à l'arrière. Il faut arrêter de dire des conneries. Est-ce que vous trouvez qu'en ligne, depuis ces derniers temps, la violence des échanges est devenue plus forte qu'avant? C'est pas que la violence est plus forte, c'est qu'on est plus nombreux. Moi, je blogue depuis 2005-2006. Je prenais déjà des avoinées absolument phénoménales, mais on était moins. Et là, les réseaux se sont multipliés, les canaux se sont multipliés, il y en a dans tous les sens, donc on se fait insulter sur Instagram, un peu sur Facebook, enfin partout, quoi. Donc il y a plus de monde sur plus de réseaux, donc forcément, mais il y a aussi plus d'amour, hein. Il y a aussi des gens absolument adorables. Malheureusement, on retient souvent que les aspects négatifs des réseaux. À qui vous répondez aujourd'hui et à qui vous ne répondez pas? Quelles sont les règles que vous êtes fixées pour justement être plus dans la mesure que ce que vous faisiez auparavant? D'abord, je me suis fixé non seulement des règles, mais des stratégies. Par exemple, quand je promène mon chien qui fait le bonheur d'Internet, salut Jedi. Sur Instagram, notamment. Voilà, notamment. Je ne prends pas mes lunettes. Et comme je ne vois strictement rien, vous pouvez toujours m'envoyer des mentions. Je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas, je suis avec mon chien. Quand je balade mes enfants, quand je fais des trucs, terminé. Vous le prenez quand même en photo? Oui, mais la photo, elle est publiée 3 heures ou 4 heures plus tard. Moi, je ne publie jamais de photos en temps réel. Ben non, parce que j'ai pas envie de dire où je suis. Autre stratégie pour mieux gérer justement cette J'ai retiré toutes les notifications, tous les pushs.
plus de push sur votre Aucun smartphone. push, ni de mes mails, ni les mentions, ça n'existe. Je les ai jamais eues de toute façon, ni les push des sites X ou Y. Même le France Info, je les ai pas. Même ceux de mon patron va le découvrir, il va être furieux, mais non, je n'ai aucun push sur mon téléphone et je regarde de temps en temps. Et puis voilà, le seul truc qui m'importe, c'est que le téléphone soit branché pour que je puisse avoir les miens. Et voilà, et les SMS, mais pour le reste, je m'en fous. Vous êtes revenu un peu à l'âge de... À mon âge. Non, mais je dirais à un ancien temps du numérique. Et voilà, et j'ai un téléphone avec un fil qui me suit partout. Merci, merci Alice de rappeler que je suis un joyeux quinquagénaire. Non, mais je suis revenu à un temps normal. Mon cerveau n'est pas fait pour ça, et je crois que le cerveau de plein de gens n'est pas fait pour ça. Je vais vous parler d'une dernière question. C'est Franz-Olivier Gisbert qui était intervenu sur ce plateau, ici même, dans Média Le Mag, et qui avait dit, en entendant parler de votre livre, que c'était vous qui aviez suscité cette violence en vous gaufrant, en quelque sorte, directement sur les réseaux sociaux. Non, mais ça, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec lui, même si ce que je lui reproche, c'est de parler d'un livre qu'il n'a pas lu, ce qui est quand même l'activité professionnelle de Franz-Olivier Gisbert assez classiquement, mais de beaucoup de gens. Il l'a reconnu, d'ailleurs. Bon, voilà, c'est très bien, donc il aurait mieux fait de se taire, mais c'est pas grave. Faute avouée, Franz-Olivier, à moitié pardonné. Mais il a raison sur un point. J'avais développé, effectivement, de la violence. Et tout le travail que je fais depuis un an, c'était de comprendre d'où vient cette violence. Et je crois que j'ai compris, mais c'est une autre histoire qui est dans mon livre. Cette violence, elle venait de ma non-digestion de l'histoire familiale, d'un passé très lourd. Que vous n'aviez pas voulu que je voulais regarder. Pas voir. Et donc, en fait, j'étais moi-même agressif en permanence parce que j'avais une espèce de peur qui me débordait dans l'estomac et qu'il a fallu que je travaille pour comprendre cette peur. Et maintenant que j'ai compris d'où ça venait, je n'ai absolument plus aucune agressivité, sauf avec les quelques imbéciles qui, de temps en temps, pourraient me chercher, à qui je rappelle que je reste assez agile. Très bien, merci beaucoup Guy. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Oui, c'est gentil. Et à vous tous, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview numérique. Bonne semaine, bon Pâques.